aujourd'hui, en fait, on change un petit peu de format et j'ai surtout une problématique générale à apporter sur le plateau. La problématique qui va nous réunir ce soir, c'est les dernières mesures relatives à la natalité et à l'éducation. Sont-elles, et pas que d'ailleurs, sont-elles favorables à l'extrême droite ? Pour y répondre, on est en présence de Speranta Dumitrou. Speranta, bonsoir. Bonsoir. Speranta Dumitrou, elle est maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité et donc elle est avec nous ce soir pour répondre à cette problématique. Cette problématique, en fait, elle est venue puisque récemment, dans un contexte de mise en place du nouveau gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé deux objectifs phares. Le réarmement démographique de la France en réponse à la chute de la natalité en 2023 et le besoin d'inculquer les valeurs de la République à l'école en testant une tenue unique dès la rentrée prochaine et en renforçant les heures d'EMC, donc éducation morale et civique. Speranta, cette angoisse démographique, est-ce qu'elle est récente ? Non, je dirais pas qu'elle soit récente. Je pense que la France a une très longue tradition où elle cherche à augmenter sa population. Par le passé, la France essayait de stimuler la natalité, mais avec d'autres mesures, avec par exemple la baisse des impôts. Vous avez au XVIIe siècle des édits qui exemptaient d'impôts les hommes qui se mariaient avant 20 ans ou les pères qui avaient 10 enfants vivants. Les nobles qui avaient aussi 10 enfants recevaient une pension, une faveur qui après a été étendue à tous les sujets du roi, mais puis elle a été abrogée parce qu'elle était trop coûteuse. Et en fait, même après la Révolution, en 1791, on va augmenter les impôts des célibataires et diminuer ceux des pères avec 3 enfants. Et même après, Napoléon, en 1804, a accordé aux pères de 7 enfants, garçons, attention, le droit d'en faire élever un par l'État. Et ça a été aussi arrêté parce que c'était trop coûteux. Vous avez tout le temps des mesures comme ça jusqu'au 19e siècle. En 1878, on propose de priver des droits électoraux tout Français qui se trouvent non mariés à l'âge adulte entre 25 et 40 ans. Et est-ce que... Donc, pardon. Est-ce que cette angoisse démographique, elle est spécifique à la France ? Non, et d'ailleurs, elle n'est pas justifiée aujourd'hui, mais elle vient sur un fond théorique une théorie qui s'appelait le mercantilisme, qui entre 16e et 18e siècle est la théorie phare et qui disait que la population était une richesse pour le souverain. Donc les princes cherchaient en fait à favoriser les naissances et aussi, attention, l'immigration. Et ils cherchaient à décourager l'émigration, c'est-à-dire le départ des sujets. Il y a également des impôts sur les départs des familles nombreuses. Donc on les empêche parce qu'elles constituent, pense-t-on à l'époque, une ressource pour le pays et pour le souverain. D'ailleurs, cette théorie mercantiliste, même si au 19e siècle elle n'est plus en phase, elle est l'une des raisons par lesquelles la France et l'Allemagne s'envient, enfin surtout la France envie l'Allemagne qui au 19e siècle dépasse en population la population française. Et donc il y a une sorte de compétition entre les deux pays qui va amener aussi à la guerre. Pas seulement ce facteur, mais ce facteur est aussi important. Mais aujourd'hui, la France est vraiment en tête des pays européens, en tout cas selon les chiffres qu'on avait en 2020. Ça a un petit peu baissé, mais la France est le premier pays européen en matière de fécondité. Donc vraiment, d'une certaine manière, il est incompréhensible qu'on parle de réarmement démographique en France. C'est intéressant d'ailleurs de parler de la France et de l'Allemagne, puisqu'on sait aussi que démographiquement, la stratégie de l'Allemagne, c'est de faire davantage appel à l'immigration. Est-ce qu'il est possible en France, qu'en France, ce congé de natalité soit fait pour augmenter la natalité blanche ?
Oh, je ne sais pas. C'est cette question qui elle vient renforcer l'hypothèse que cette idée de réarmement démographique, si ce n'est pas une blague, c'est une sorte de réponse à l'extrême droite qui parle, vous avez sans doute entendu, de grands remplacements de la population blanche. Et donc, c'est peut-être une façon pour Emmanuel Macron de nous dire, vous voulez voter pour ceux qui vous font peur avec le grand remplacement. Voilà, réfléchissez à comment faire des enfants. Vous ne voulez pas d'immigrés pour contribuer à vos retraites, il ne vous reste qu'à faire des enfants. Mais c'est peut-être pas la meilleure manière de répondre à cette question. Et justement, à ce sujet, l'extrême droite parle de victoire idéologique. Est-ce que c'est la première fois que l'extrême droite se réjouit des actions gouvernementales ? Ouais, je ne sais pas si sur la natalité c'est vraiment une victoire idéologique de l'extrême droite, parce que dans les années 2000, je me rappelle, le programme du Front National prévoyait l'interdiction de l'avortement, et aujourd'hui cela ne figure plus dans le programme de Marine Le Pen du Rassemblement National. Mais c'est vrai que la question n'est jamais trop loin grâce aux alliés européens du RN, notamment en Europe de l'Est, qui cherchent à interdire l'avortement. Et ce n'est pas seulement en Europe de l'Est, c'est aussi aux États-Unis une actualité qu'on connaît, avec l'annulation par la Cour suprême d'une décision qui consacrait le droit à l'avortement pour les femmes, et qui aujourd'hui ne constitue plus un droit défendu. Donc, c'est pas vraiment je pense que c'est pas une victoire idéologique de l'extrême droite sur le plan de la natalité, c'est plus une victoire idéologique sur la question de l'immigration qui vient. Vous voyez que c'est ce lien entre natalité, il vient après, ce débat sur la démographie vient juste après la loi sur l'immigration. Et sur ça, je pense que c'est une victoire. Et elle a reconnu, Marine Le Pen, que c'était une victoire idéologique, et tous les cadres du RN, en considérant que effectivement, chacun des 90 articles de cette loi rend difficile la vie des étrangers, et peut-être les dissuade de rester en France. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont les décourager, ils vont les maintenir en situation, ils vont les alourdir la difficulté de rester en situation régulière. Donc, il y aura plus d'immigration irrégulière après cette loi, si elle est validée par le Conseil constitutionnel. Et donc le fait que le RN parle de victoire idéologique, est-ce qu'on est donc plus près de la victoire idéologique, ou tout simplement d'une stratégie aussi de communication pour se dédiaboliser ? Je ne sais pas si c'est pour se dédiaboliser, mais c'est peut-être pas qu'une victoire idéologique, ça va venir parce qu'il y a un mécanisme qu'ils ont mis en marche, c'est un jeu de mots, parce que paradoxalement, cette loi va augmenter, je pense, le nombre de personnes en situation irrégulière. Comme on a durci chaque critère, ça peut paraître paradoxal, mais ça va augmenter le nombre de personnes qui ne répondent pas à tous les critères, et donc ils vont tomber en situation irrégulière. Oui. Et comme le nombre de migrants irréguliers va augmenter, le taux d'exécution d'OQTF, qui était un petit peu sur la table, ce sur quoi le gouvernement a été accusé, et ce taux d'exécution ne va pas augmenter, va baisser. Donc, à la fin, on dira, finalement, non, c'est le gouvernement n'a pas réussi à faire augmenter le taux d'exécution d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire. Même s'ils augmentent les expulsions, finalement, ils ne vont pas baisser, ils vont pas augmenter ce taux. Donc, ce qui va... Oui, pardon. Non, j'allais juste dire. Donc, finalement, en cherchant à séduire cet électorat de droite et surtout d'extrême droite, en fait, il serait possible qu'à terme, ça renforce davantage les partis de droite, d'extrême droite, et finalement une droitisation de la société. Oui, sans doute, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. En réalité, c'est au renforcement de l'extrême droite, pas de la droite qu'on assiste. Hein. C'est pas les républicains
cherchent à se montrer plus durs que le Rassemblement national. Mais ils ne font qu'envoyer un signal à leurs électeurs qu'ils ont raison de voter pour l'extrême droite. C'est une hémorragie qui se cause eux-mêmes tout seuls. Et aujourd'hui, enfin, depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui le fait. Je me rappelle qu'immédiatement après son élection, dans le discours d'Orléans, il a développé toute une rhétorique nationaliste, souverainiste qui était étonnante après son élection, en espérant convaincre les électeurs d'extrême droite, mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas et qu'au contraire, il n'a fait qu'augmenter le Rassemblement national. Et pourquoi ? On peut se demander pourquoi ? Une hypothèse. D'ailleurs, c'est un journaliste, Benjamin Duhamel, qui avait posé la question dans la dernière conférence de presse du président et il lui a demandé quelle était sa responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Et Emmanuel Macron a répondu que la situation était similaire ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Et que, donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'assume pas la responsabilité. Peut-être ne comprend-il pas les mécanismes. Mais il existe un mécanisme très simple que peut-être tout le monde comprend, psychologique, qui explique pourquoi lorsqu'on répète certains thèmes de manière systématique, on va augmenter la sensibilité à ce sujet. Les professeurs, par exemple, le comprennent très bien, c'est pour ça qu'ils répètent ce qu'ils veulent que les étudiants et les élèves gardent à l'esprit. Et en psychologie, ça s'appelle biais de disponibilité. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'une information est disponible et répétée, et qu'on vous la répète jour et nuit, bah vous êtes tenté de surestimer l'importance de cet objet, de ce sujet dont on vous parle. Pour prendre un exemple, il y a quelques mois, on parlait beaucoup de punaises de lit. Oui. Tout le monde à la télé parlait de punaises de lit. On avait l'impression qu'on allait voir dans les métros et partout. On avait l'impression qu'il y en avait partout. Plus on en parlait parce que les gens étaient sensibles à ce sujet. Et tout le monde était angoissé. Et aujourd'hui, on a l'impression, au contraire, qu'il y en a plus de punaises de lit et qu'on a juste, alors qu'on a juste arrêté d'en parler. De la même manière, en proposant à chaque mandat de discuter de l'immigration, en fait, ce n'est pas le cas seulement d'Emmanuel Macron. Tous les 2 ans, il y a un nouveau projet de loi sur l'immigration. Et donc, on crée le sentiment dans la population que le nombre de migrants augmente et qu'il existe vraiment un problème de l'immigration à résoudre. Voilà, c'est le biais de disponibilité. Et qui peut résoudre mieux ce problème ? Ce sera le RN et c'est nous tous qui participons à ce... Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Speranta. Le temps arrive à son terme. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Speranta Dumitru, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Cité. Merci encore d'avoir été présente. Merci à vous.